Mes parents ont invité 200 personnes au dîner de l'anniversaire de mes 30 ans, non pas pour me célébrer, mais pour me renier publiquement et me remettre une dette de 400 000 $. Je suis parti sans dire un mot. 4 jours plus tard, il me suppliait. Le serveur près du mur avait cessé de respirer. J'ai remarqué cela en premier. Pas mon père debout, pas l'enveloppe brune frappant la nappe comme un marteau de juge, pas les 200 fourchettes se figeant simultanément dans les airs. J'ai remarqué un jeune de 20 et quelques années en tablier blanc, un pichet d'eau à la main, devenant complètement et parfaitement immobile comme s'il avait été mis sur pause. Comme si même un étranger comprenait que ce qui se passait à la table numéro 1 était le genre de choses que l'on n'interrompt pas. Mon père a réajusté sa veste. Il l'a fait lentement, des 2 mains, comme il le faisait avant l'église, avant les réunions parents-professeurs, avant d'entrer dans n'importe quelle pièce où il devait être la personne la plus importante présente. J'avais observé ce geste 10 000 fois. Il agissait toujours sur mon système nerveux comme il l'avait toujours fait. Un resserrement froid dans ma poitrine, une impulsion d'une fraction de seconde pour m'asseoir plus droite, parler plus doucement, prendre moins de place. 30 ans de conditionnement ne s'évaporent pas simplement parce que vous avez déménagé. Tout ce que nous avons dépensé pour t'élever, a-t-il dit. Sa voix était d'un calme de dîner de gala, mesuré comme s'il portait un toast. 400 000 $. Il est temps de rembourser. L'enveloppe était posée devant moi, épaisse, de couleur crème, scellée. Ensuite Ashley, ma sœur, de 2 ans ma cadette, portant une robe que je lui avais dite magnifique lorsqu'elle m'avait envoyé la photo par texto il y a 3 jours, a tendu le bras à travers la table avec 2 doigts paresseux, comme si elle ramassait les ordures de quelqu'un d'autre. Et a soulevé mes clés de voiture posées à côté de mon assiette à pain. Papa s'est déjà occupé du transfert de propriété, a-t-elle dit. Tu n'as plus ta place ici. Elle a souri en le disant. Pas un sourire nerveux, pas un sourire d'excuse signifiant « je dois faire ça ». Un sourire qu'elle retenait depuis un moment. Le genre qui attendait son heure. J'ai regardé l'enveloppe. J'ai regardé les clés qui pendaient à ses doigts. J'ai regardé les 200 personnes, familles, amis, voisins, des gens que je connaissais depuis que j'étais en couche, tous fixant leurs assiettes, leurs verres d'eau, les centres de table, n'importe quel endroit qui n'était pas mon visage. Ma mère était assise à l'autre bout de la table et n'a pas levé les yeux une seule fois. J'ai repoussé ma chaise. Les pieds ont grincé contre le sol en marbre si fort que cela semblait obscène. J'ai pris mon sac à main. Je me suis levé. Personne ne m'a arrêté. La musique a continué à jouer derrière moi pendant que je sortais. Un morceau instrumental, quelque chose qui avait coûté de l'argent à engager, quelque chose qui n'avait absolument aucune idée de ce qui l'accompagnait en musique. Je suis arrivé sur le parking avant de me rappeler que la voiture n'était plus à moi pour la chercher. J'ai appelé un Uber. Je suis resté sous un lampadaire du parking pendant 11 minutes, portant une robe que j'avais achetée spécialement pour ce soir, et j'ai regardé la petite icône de voiture avancer lentement vers moi sur une carte. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair à ce sujet. Pas parce que j'étais forte, pas parce que j'étais engourdie. Je n'ai pas pleuré parce que quelque chose dans mon corps comprenait, même à ce moment-là, que les larmes étaient une monnaie que je ne pouvais pas encore me permettre de dépenser. Voici la chose que personne ne vous dit à propos d'une famille comme la mienne. Cela ne ressemble pas à un dysfonctionnement quand vous êtes à l'intérieur. Cela ressemble à de l'amour avec des conditions, ce qui est simplement de l'amour pour autant que vous le sachiez. Mon nom est Emily Hartwell. J'ai 30 ans à compter de la nuit en question. Une assistante juridique spécialisée en contrat chez Delaney et Morris, où je travaille depuis 6 ans. Je suis méthodique. Je suis doué pour lire les petits caractères. Je remarque les choses. On m'a dit que cela me rendait difficile, ce que j'en suis venu à comprendre comme signifiant que je ne laisse pas passer des choses que d'autres personnes préfèrent laisser passer. Mon père est Richard Hartwell. Il a fait passer une entreprise régionale d'aménagement paysager d'un seul camion à une entreprise de 40 employés avec un logo sur le côté d'une flotte. Il a la poignée de main d'un homme qui considère cette poignée de main comme une performance. Il n'a jamais, dans mes souvenirs, prononcé les mots « j'avais tort ». Ma mère est Carole. Elle est le genre de femme qui envoie des cartes d'anniversaire 3 semaines à l'avance et qui a des opinions bien arrêtées sur les coussins décoratifs. Elle est restée aux côtés de mon père pendant 34 ans. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais été certaine si elle était de son côté ou si elle n'avait tout simplement jamais appris qu'il y avait d'autres côtés à choisir. Ashley a 28 ans.
Elle a toujours été celle qui faisait les choses correctement. Le bon ton, le bon sourire, la bonne façon de se glisser dans n'importe quelle forme dont la pièce avait besoin. Autrefois, j'admirais cela. Plus tard, je l'ai compris différemment. En grandissant, j'étais celle qui posait des questions. Pourquoi devions-nous passer les vacances avec des parents qui faisaient des commentaires? Pourquoi papa devait-il approuver l'endroit où maman faisait du bénévolat? Pourquoi un B+ en chimie de niveau avancé était-il traité comme un échec moral? De telles questions n'étaient pas encouragées dans notre maison. Elles étaient traitées comme les symptômes de quelque chose. De l'ingratitude, peut-être un défaut dans mon caractère qui devait être géré. J'ai déménagé à 23 ans. L'école supérieure, puis mon propre appartement, puis une vie qui était véritablement la mienne. Je revenais pour les vacances. J'appelais aux anniversaires. Je restais dans la discussion de groupe. J'entretenais la relation de la façon dont on entretient une maison dans une plaine inondable. Avec prudence, constamment, en gardant toujours un œil sur la météo. En mars dernier, ma mère m'a envoyé par texto une photo de leur salon. Elle avait redécoré. Le mur de galerie au-dessus de la cheminée, celui avec 30 ans de photos de famille, avait été refait. De nouveaux cadres, un nouvel arrangement. J'ai regardé l'image pendant un long moment avant de comprendre ce qui était différent. Toutes les photos de moi avaient disparu. J'ai répondu par texto, c'est magnifique. Quand as-tu refait les cadres? Elle a répondu avec un emoji cœur. J'ai fixé cet emoji cœur pendant un long moment. Je me suis dit que c'était une question de mise en scène. Je me suis dit qu'elle avait probablement fait tourner les photos et que certaines étaient dans d'autres pièces. Bref, je me suis dit beaucoup de choses. De la façon dont vous vous dites des choses lorsque l'alternative est trop vaste pour être regardée directement. C'était 8 mois avant le dîner d'anniversaire. Avec le recul, c'était la première page du document. Le chauffeur Uber avait allumé la radio à bas volume. Il n'a rien dit. J'ai regardé par la fenêtre tout au long du trajet de retour. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Puis je suis allé me coucher. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne l'ai pas regardée. Je suis resté allongé dans le noir et j'ai écouté ma propre respiration, et j'ai attendu que le choc se métabolise en quelque chose que je pourrais utiliser. À 6h00 du matin, c'était chose faite. Je me suis levé, j'ai fait du café et je me suis assise à la table de la cuisine avec l'enveloppe et la lampe de bureau la plus brillante que je possédais. J'ai photographié chaque page avant de toucher à quoi que ce soit. Des numérisations nettes, une bonne lumière, les 4 coins visibles, un horodatage sur mon téléphone. Ensuite, je l'ai lu. Le document comptait 14 pages. Il avait l'apparence de quelque chose d'officiel. Des en-têtes formatées, des colonnes détaillées, un véritable en-tête de cabinet comptable en bas. Prior Caldwell Financial Associates, le genre de nom qui est censé mettre fin à une conversation. Je l'ai lu une première fois rapidement, juste pour assimiler. Je l'ai lu une deuxième fois lentement. La troisième fois, j'ai cessé d'être l'Émilie qui avait été piégée lors de son dîner d'anniversaire, et j'ai commencé à être l'Émilie qui lit des contrats pour gagner sa vie. Les frais de loyer ont commencé à apparaître pour les mauvaises années. Il y avait des mois listés après que j'avais déjà emménagé dans mon propre appartement. Un loyer prétendument payé pour une chambre dans laquelle je n'avais pas dormi depuis des années. Il y avait une facture médicale datant de ma 2e année d'université, une année où j'étais entièrement couverte par le régime d'assurance maladie étudiant de l'université. Il y avait des frais d'éducation détaillés qui, lorsque j'ai vérifié avec mes propres dossiers, avaient été partiellement couverts par une bourse qui n'avait apparemment pas trouvé sa place dans la comptabilité de mon père. Et puis, la ligne concernant le véhicule. Page 9, contribution pour le véhicule, Honda Accord 2019, 18 400 $. La même voiture dont Ashley venait d'annoncer qu'elle lui appartenait. Or, vous ne pouvez pas inscrire un véhicule comme une dette due par une personne et, simultanément, transférer le titre de propriété de ce véhicule à une autre personne. Ces deux choses ne peuvent pas coexister. Ce qui signifie que soit le document comptable était frauduleux, soit le transfert de propriété l'était, soit les deux. Je suis resté avec cette pensée pendant un moment. Ensuite, j'ai appelé Prior Caldwell Financial Associates le lundi matin. Je n'ai accusé personne. Je n'ai pas mentionné le dîner.
Je me suis simplement identifié par mon nom et j'ai demandé si leur cabinet avait préparé un relevé de remboursement familial pour Richard et Carol Hartwell. La réceptionniste est devenue silencieuse d'une manière qui avait de la consistance. Puis un homme a décroché. Sa voix était professionnellement prudente. Il a demandé qui j'étais. Je lui ai donné mon nom. Il a dit qu'il ne pouvait pas discuter des dossiers des clients. Je l'ai remercié aimablement et j'ai raccroché. Cette réponse m'a tout dit. Si le document avait été une comptabilité simple et légitime, s'il s'agissait juste d'une famille réglant de vieilles dettes, sa réponse aurait été différente. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est le son d'un cabinet qui savait déjà que cela pourrait devenir un problème. J'ai ajouté l'appel à mes notes. 9h14 du matin le lundi. Appel transféré par la réceptionniste. Voix masculine. A refusé de confirmer ou de nier. Je suis allé au travail. J'ai trouvé Margaret OAY grâce à la recommandation d'un collègue qui avait traversé un litige successoral conflictuel l'année précédente. Elle avait 17 ans d'expérience en litige civil, la réputation de ne pas broncher et un bureau qui sentait les vieux livrer le café convenable. Le jeudi après-midi, je me suis assise de l'autre côté de son bureau et j'ai étalé chaque page. Elle a lu sans parler, bloc-notes juridique ouvert, le stylo bougeant de temps en temps. Lorsqu'elle est passée à l'entête du cabinet comptable, quelque chose dans son expression a changé d'une fraction de seconde. La façon dont le visage d'un médecin change lorsqu'un scanner montre quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Elle a levé les yeux. Combien de personnes ont entendu votre père déclarer que c'était de l'argent que vous deviez? Près de 200. Combien ont entendu votre sœur déclarer que le transfert de propriété avait déjà été effectué? Au minimum, les citables les plus proches de nous, probablement 60 ou 70 personnes. Avez-vous signé quoi que ce soit ce soir-là ou à un moment antérieur? Non. Elle a noté cela, l'a souligné. Mon téléphone s'est allumé sur le bureau entre nous. Le nom de mon père sur l'écran. Le nom qui, pendant 30 ans, arrivait dans mon système nerveux comme un événement météorologique avant que je puisse l'enregistrer consciemment. Margaret a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi. Laissez-le aller sur la messagerie vocale. C'est ce que j'ai fait. Nous avons toutes les deux attendu 30 secondes. Ensuite, elle a mis le haut-parleur et nous avons écouté ensemble. Sa voix était différente sans la salle, sans le réajustement de la veste, et le public, et la performance de tout cela. Ce qui sortait du téléphone était à la place plus faible. Contrôlé. Émilie, c'était une conversation de famille. Arrête d'agir comme si c'était une affaire juridique. Le stylo de Margaret s'est arrêté. Elle m'a regardé. Elle a pris le téléphone et a rejoué le message. Puis encore une fois. Une conversation de famille, a-t-elle dit doucement, en écrivant. Il a appelé non pas pour s'excuser. Il a appelé pour renommer ce qu'il a fait avant que vous ne puissiez le nommer en premier. Elle avait raison. C'était exactement ça. Il déposait une motion préventive sur le vocabulaire. Puis mon téléphone a vibré. Ashley. Pas un appel, une photo. Ma voiture dans leur allée. La main d'Ashley balançant le porte-clés vers l'appareil photo. En dessous, tu aurais dû pleurer quand tu en avais l'occasion. J'ai tourné le téléphone vers Margaret de l'autre côté du bureau. Pour la première fois en 45 minutes, son calme s'est fissuré très légèrement. Sa bouche s'est crispée. Elle a tourné le bloc-notes juridique vers moi. 3 mots en haut d'une nouvelle page, écrits de son écriture. Pas un drame familial. J'ai créé le dossier ce soir-là. Je l'ai nommé référence contrat trimestre 4. Ennuyeux. Administratif. Facile à ouvrir quand vos mains tremblent. J'ai appris que l'organisation fonctionnelle est une forme de courage. À l'intérieur, chaque message vocal horodaté, chaque capture d'écran de texto avec les métadonnées affichées, chaque page du document de l'enveloppe, ma propre contre-documentation, la lettre de bourse, l'inscription au régime d'assurance maladie de l'université. Mon bail de 2016 prouvant ma date de déménagement, les factures de service public de mon premier appartement établissant ma résidence. J'ai commencé à passer des appels. Pas des appels accusateurs, juste une prise de contact silencieuse et méthodique avec des personnes qui avaient été dans ce restaurant. Mon cousin Daniel a répondu par texto dans l'heure. Il a dit que toute cette affaire l'avait rendu malade et qu'il dirait à n'importe qui tout ce qu'il avait entendu.
Il était à la table centrale directement adjacente. Il se souvenait de la formulation exacte. Une amie de la famille nommée Patricia, qui connaissait mes parents depuis 20 ans et qui déjeunait toujours avec ma mère, m'a appelé en privé. Elle pleurait légèrement quand elle a décroché. Elle m'a dit que, près des toilettes avant le service du dessert, elle avait entendu Ashley dire à deux des plus jeunes cousins que la voiture était essentiellement réglée. Essentiellement. Pas légalement transférée. Pas les formalités administratives sont terminées. Essentiellement. Je l'ai noté. Patricia, nom complet, contact, date de la conversation, son souvenir exact des mots exacts d'Ashley. Essentiellement, j'ai appris en 6 ans de travail sur les contrats, et le mot le plus cher dans n'importe quel document. Le mardi, Prior Caldwell Associate a cessé d'être silencieux. Un homme a appelé, différent de celui de lundi, plus suave, plus poli, et a expliqué que le document qui m'avait été fourni n'était pas conçu comme une demande légale, qu'il s'agissait d'une communication familiale, qu'ils espéraient qu'il n'y avait eu aucun malentendu sur sa nature. J'ai été aimable. Je lui ai demandé de me le confirmer dans un courrier électronique. Il a fait une pause. J'ai attendu. Nous préférerions garder cette conversation informelle, a-t-il dit. Bien sûr, ai-je dit, je comprends parfaitement. J'ai raccroché et j'ai envoyé à Margaret un mémo vocal de mes notes sur la conversation. L'heure et la date, son nom tel qu'il l'avait donné. Ils avaient peur. Pas d'une peur d'inconfort, d'une peur structurelle. Le genre de peur qui survient lorsqu'un cabinet se rend compte que son en-tête figure sur un document qui a été photographié et remis à une avocate plaidante. Ashley a tenu le plus longtemps. Elle a envoyé des textos le lundi, le mardi, le mercredi. Des selfies au volant, des photos d'elle sur le siège du conducteur, une photo de ma place de stationnement dans l'allée de mes parents, maintenant occupée, des emojis qui rient, l'occasionnel qu'est-ce que ça fait? Je n'ai pas répondu une seule fois. Le jeudi, elle a appelé 4 fois. Le vendredi 9 fois. Le samedi était calme. Le dimanche soir, elle a appelé 17 fois en 4 heures. J'ai regardé mon téléphone s'allumer à l'autre bout de mon appartement depuis le canapé, en mangeant des restes de pâtes. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme géologique. Comme regarder le temps qu'il fait de derrière une vitre. Comme comprendre pour la première fois de ma vie que son comportement n'avait jamais vraiment été à propos de moi. Il s'agissait d'un public, et j'avais cessé d'en être un. Son dernier message vocal n'était pas la voix de la femme qui balançait mes clés à une table devant 60 témoins. C'était paniqué. Véritablement, structurellement paniqué. Émilie. Émilie, papa a dit que tu rendais cela officiel. Tu ne peux pas faire ça. D'accord, la voiture est à moi. Il a promis. Il m'a dit qu'elle est à moi. Je veux juste. Tu dois arrêter ce que tu es en train de faire. D'accord, rappelle-moi. Émilie, il a promis. Pas je l'ai acheté. Pas le titre de propriété est à mon nom. Pas j'ai les documents. Il a promis. Je l'ai enregistré dans le dossier. C'est ici que je dois vous présenter 3 personnes qui ont changé ce qui s'est passé ensuite. Parce que ce n'est pas l'histoire de moi battant ma famille toute seule. C'est l'histoire de ce qui se passe lorsque vous arrêtez de porter les choses en privé et que vous laissez les bonnes institutions s'impliquer. La première était Margaret Oy, que vous avez déjà rencontrée. 17 ans de litige civil, bloc-notes juridique jaune, les 3 mots qui ont changé mon vocabulaire. La deuxième était la détective Renée Ballard, de la division des fraudes à la consommation, qui a accepté de me rencontrer après que Margaret ait passé un appel. La détective Ballard avait 22 ans de service et l'énergie de quelqu'un qui a entendu chaque version de chaque histoire et qui n'est plus surprise par aucune d'entre elles, mais qui est toujours d'une certaine manière en colère au nom des personnes à qui les histoires sont arrivées. Elle a lu le document. Elle a écouté les messages vocaux. Elle a longuement regardé l'entête du cabinet comptable. Ils ont mis leur nom là-dessus, a-t-elle dit. En-tête et tout le reste, ai-je dit. Elle a secoué la tête lentement. Le hochement de tête de quelqu'un qui travaille dans une ville et qui a vu beaucoup d'audace. Le troisième était James Whitfield, un avocat spécialisé dans le droit des personnes âgées et le transfert frauduleux d'actifs. Margaret l'avait recommandé pour une question précise à laquelle elle voulait une réponse. À savoir si le transfert de propriété de la voiture, annoncé publiquement, célébré sur les réseaux sociaux par Ashley, mais jamais documenté légalement,
constituait une tentative de vol de propriété. James Whitfield pratiquait depuis 31 ans. Il avait ce genre d'énergie qui n'est tellement pas perturbée par le drame qu'elle rend le drame ridicule. Il a regardé les textos d'Ashley. Il a écouté son message vocal. Il a noté l'horodatage de sa photo, celle de ma voiture dans l'allée, qui avait été publiée publiquement dans sa story Instagram avant de m'être envoyée en privé par texto. Elle a publié ceci publiquement, a-t-il dit, avec une balise de localisation. Il a émis un son qui n'était pas tout à fait un rire. D'accord, a-t-il dit. Voici ce que nous avons. Ce que nous avions, c'était ceci. Un document préparé sur un en-tête professionnel exigeant le remboursement de 400 000 $, remis devant des témoins, contenant des lignes dont on pouvait prouver la fausseté. Des dépenses pour des périodes où il était démontrable que je ne vivais pas dans la maison, des frais médicaux couverts par un assureur tiers, des frais d'éducation compensés par des bourses, ce qui constituait dans l'ensemble ce que James appelait une fausse déclaration frauduleuse de dette. Ce que nous avions en plus, c'était un véhicule évalué à 18 400 $ listé comme une contribution parentale dans ce document frauduleux. Annoncé par la suite comme ayant été transféré en propriété à un tiers, ma sœur, un transfert qui, après enquête auprès du département des véhicules à moteur, n'avait en fait pas été traité. La voiture était légalement toujours à moi. Ashley avait conduit ma voiture. Les photos Instagram le confirmaient. Les données du système de positionnement mondial attachées à ces photos le confirmaient. Le message vocal dans lequel elle décrivait la propriété uniquement comme quelque chose que son père avait promis le confirmait. James Whitfield a pris son téléphone et a passé un appel. Le genre d'appel qui est accompagné d'un numéro de dossier. 4 jours après le dîner d'anniversaire, mon téléphone a commencé à sonner. Mon père a appelé cette fois le jour 4. Ma mère a appelé 2 fois, ce qui était un message en soi. Ma mère, qui n'initiait presque jamais de contact sur quoi que ce soit qui puisse causer de l'inconfort, appelant 2 fois en un après-midi. Ashley avait cessé d'appeler après les 17 tentatives du dimanche, ce qui signifiait qu'on lui avait dit quelque chose, peut-être la même chose que le cabinet comptable avait commencé à reconstituer. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le jour 5, je suis rentré du travail pour trouver une note manuscrite dans le hall de mon immeuble, laissée à la réception. C'était de l'écriture de ma mère. Émilie, s'il te plaît. C'est une affaire de famille. Ton père ne va pas bien. Nous devons parler. Je l'ai photographié, je l'ai ajouté au dossier, je l'ai transféré à Margaret. Je veux être honnête à propos de quelque chose. Je ne me sentais pas justicière par rapport à tout cela. Je veux être clair à ce sujet parce que je pense que des histoires comme celle-ci sont censées avoir un moment où le protagoniste devient certain, devient fort, devient le héros du récit. Et je ne suis pas sûr que c'était ce que j'étais. Ce que j'étais, principalement, c'était fatigué et méthodique, et je faisais une petite chose à la fois parce que les petites choses étaient les seules choses que je pouvais gérer. La nuit où j'ai reçu la note, je me suis assise près de ma fenêtre pendant un long moment. J'ai pensé au moment où j'avais 7 ans et où j'étais tombé de mon vélo dans notre rue, et à mon père qui sortait et m'aidait à me relever sans un mot, et à ce silence qui ressemblait à de la tendresse parce que j'avais 7 ans et que c'était tout ce à quoi je pouvais le comparer. J'ai pensé à ma mère m'apprenant à faire une croûte de tarte, ses mains sur les miennes, de la farine sur le comptoir. J'ai pensé à Ashley à 14 ans dans l'arrière-cour, riant de quelque chose que j'avais dit, riant vraiment, ne le jouant pas. J'ai pensé à tout cela. Et puis j'ai pensé à un serveur de vin et quelques années près d'un mur dans un restaurant, tenant un pichet d'eau, devenant complètement immobile. Même un étranger l'avait su. Il l'avait su, et il n'avait rien fait, et le monde avait continué. Et mon père avait réajusté sa veste, et il l'avait laissé faire. Je suis allé dormir. J'avais une réunion le matin. La réunion était avec eux 3. Margaret, la détective Ballard et James Whitfield. Et ce furent les 45 minutes professionnellement les plus étranges de ma vie. De la façon dont les procédures officielles semblent toujours surréalistes lorsqu'elles concernent votre propre vie. Margaret avait déposé la plainte civile. James avait déposé un rapport auprès de la division des fraudes du département des véhicules à moteur concernant le transfert de propriété annoncé mais non traité. Et une enquête séparée auprès de l'association du barreau de l'État concernant la responsabilité potentielle de Prior Caldwell pour avoir prêté son en-tête à un instrument de dette frauduleux. La détective Ballard avait ouvert une enquête officielle pour fraude à la consommation et avait, au cours des 4 jours précédents, pris contact directement avec Prior Caldwell Associates.
Ils ont répondu en 3 heures, a-t-elle dit, ce qui vous dit quelque chose. Cela m'a dit qu'ils avaient maintenant un avocat en numérotation abrégée. Le cabinet comptable avait déjà soumis ce que Ballard décrivait comme une rétractation complète de la comptabilité. Une communication formelle déclarant que le document qui m'avait été remis était un brouillon de communication préparé dans le cadre d'une discussion sur la planification de la succession familiale, n'était pas finalisé. N'était pas conçu comme une demande légale et avait été partagé prématurément sans l'autorisation du cabinet. Sans l'autorisation du cabinet. Mon père, en d'autres termes, avait pris quelque chose dans leur bureau qui n'était pas prêt, ou qui n'était pas approuvé, ou les deux, et maintenant il se couvrait en le jetant directement sous les roues du bus dans le registre public. Est-ce que cela tiendra, ai-je demandé à Ballard. Pour eux? Peut-être. C'est leur problème. Pour votre dossier, elle a penché la tête, cela vous aide en fait. Parce que cela signifie que le document qu'ils vous ont remis a été officiellement désavoué par le cabinet dont le nom y figurait. Ce qui rend la demande encore moins légitime qu'elle ne l'était déjà. Et qu'en est-il du véhicule, a dit James. Ballard a hoché la tête. Ashley Hartwell a conduit un véhicule qu'elle ne possède pas à 3 endroits distincts sur 4 jours, ce que nous pouvons documenter à partir des balises de géolocalisation Instagram. Le département des véhicules à moteur a confirmé que le titre reste au nom d'Emily. Nous avons un enregistrement d'elle, un message vocal, déclarant que sa revendication du véhicule est basée sur une promesse verbale de son père, non pas sur un transfert légal. C'est une utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur, potentiellement plus selon la façon dont le procureur veut poursuivre. Comment mon père entre-t-il en ligne de compte, ai-je demandé. Il a dit à sa plus jeune fille qu'elle pouvait avoir une propriété qu'il ne possédait pas entièrement pour la donner. C'est un problème. Et les personnes qui avaient été témoins de l'annonce au restaurant. Margaret s'est penchée en avant. C'est la chose magnifique à propos du choix de lieu de votre père, a-t-elle dit. Et j'ai entendu quelque chose de sec et de précis dans sa voix. Il a choisi un public. Il a choisi des témoins crédibles, nommés, identifiables. Il a fait son annonce de la manière la plus documentable possible. Il pensait que les témoins confirmeraient la légitimité de la réclamation. Il n'a pas pensé à ce que ces mêmes témoins diraient lorsqu'on leur demanderait par écrit ce qu'ils l'avaient entendu dire. Daniel, s'est-il avéré, n'avait pas été le seul disposé à parler. 6 autres personnes ont soumis des déclarations écrites volontairement, sans que je le demande 2 fois. Des amis de la famille, un cousin qui avait conduit pendant 3 heures et qui était déjà consterné à la fin du dessert. Patricia, avec son récit complet d'Ashley près des toilettes utilisant le mot essentiellement. Mon père avait voulu un public. Il en a eu un. Je veux vous dire ce qui est arrivé aux personnes spécifiques impliquées, parce que je pense que c'est ce que vous attendez. Et je pense aussi que vous méritez la version honnête, qui est plus lente et moins cinématographique que la version qui passe bien dans un résumé de 2 minutes. Prior Caldwell Associates a conclu un accord discrètement avec moi dans une action civile dans un délai de 6 semaines. Je ne peux pas partager le montant. Ce que je peux vous dire, c'est que leur déclaration désavouant le document leur a également coûté leur relation avec mon père, qui, selon des récits de seconde main qui me sont parvenus par l'intermédiaire de Daniel, était furieux d'avoir été abandonné si rapidement. Il avait apparemment cru qu'il soutiendrait la paperasse. Il n'avait apparemment pas compris ce que cela signifiait que leur nom y figure. Ashley n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour le véhicule. Le procureur a examiné le dossier et a refusé de poursuivre, citant l'absence d'une trace écrite claire établissant l'intention par rapport à un véritable malentendu concernant la propriété. J'étais en désaccord avec cette décision. Margaret estimait que c'était raisonnable compte tenu du seuil de preuve. La voiture m'a été rendue dans les 8 jours suivant l'enquête du département des véhicules à moteur. Conduite jusqu'à mon immeuble par un homme que je n'ai pas reconnu et laissée avec un mot qui disait seulement clé sous le pare-soleil, sans signature. Mon père et ma mère ont engagé un avocat immédiatement après avoir appris que des procédures officielles avaient été engagées. Leur avocat a contacté Margaret avec une position initiale qui décrivait ma plainte civile comme une escalade malheureuse d'un désaccord familial privé et proposait plutôt une conversation sous médiation. La réponse de Margaret a été brève. La plainte a suivi son cours. Je ne vous dirai pas tout sur ce qui est ressorti lors de la phase de communication des pièces. Une partie de cela implique les finances de mes parents d'une manière qui leur appartient de porter. Ce que je vais vous dire, c'est que la contre-documentation, mes lettres de bourse, mes contrats de location, mes dossiers médicaux de l'université,
ont tenu bon exactement comme je m'y attendais. Ce que je vais également vous dire, c'est que 3 lignes du document original de 400 000 $, lorsqu'elles ont été croisées avec les registres financiers que mes parents ont été tenus de produire, se sont avérées avoir déjà été facturées sur un compte familial distinct qui avait été discrètement maintenu dans un but différent. La comptable qui avait initialement préparé le document, une associée subalterne chez Prior Caldwell, qui n'était pas l'homme qui avait répondu à mon appel téléphonique du lundi matin, a fait une déposition. Elle avait 29 ans et était très visiblement effrayée. Elle a dit que mon père lui avait donné les chiffres et qu'on lui avait demandé de les formater en un relevé comptable familial. Elle a dit qu'elle avait signalé 2 des lignes comme potentiellement incohérentes, mais que le client lui avait dit qu'elles étaient correctes. Elle a dit que le document avait été déclaré final avant qu'on ne lui dise qu'il serait présenté formellement. Elle ne savait pas pour le dîner d'anniversaire. Elle ne savait pas pour les 200 personnes. Elle avait pensé que c'était un document pour une conversation sur la planification de la succession. Lorsqu'elle a appris à quoi il avait réellement servi, elle a pleuré brièvement pendant la déposition, puis elle s'est calmée et a dit « Je suis désolée. Je suis vraiment désolée que cela vous soit arrivé. » Je l'ai cru. L'accord, je l'appellerai ainsi parce que c'est ce que c'était, conclu par médiation 14 semaines après le dîner d'anniversaire, comprenait une reconnaissance écrite formelle que le document qui m'avait été présenté n'était pas une demande légale valide. Que je n'avais aucune dette envers mes parents telle que décrite ou de quelque nature que ce soit, et que le véhicule en question était resté ma propriété légale à tout moment. Il comprenait une composante financière qui couvrait mes frais de justice et une somme au-delà de cela que j'ai placée sur un compte d'épargne et à laquelle je ne pense pas souvent. Il ne comprenait pas d'excuses de la part de mon père. Je veux être transparente à ce sujet. Je n'en ai pas demandé et je n'en ai pas reçu, et j'ai passé du temps à accepter ces 2 faits. Le langage de son avocat d'un bout à l'autre a été prudent, procédural. Le langage des personnes à qui l'on a dit de ne rien admettre. Je n'ai jamais revu son visage après la nuit au restaurant. Je ne sais pas à quoi il ressemblait lorsque sa comptable l'a abandonné. Je ne sais pas à quoi il ressemblait lorsque son public de 200 personnes, les personnes qu'il avait rassemblées pour assister à mon humiliation, a commencé à rédiger des déclarations pour mon avocate à la place. J'imagine qu'il a réajusté sa veste. J'imagine que cela n'a pas aidé. Ma mère m'a envoyé un seul courrier électronique directement de son compte personnel, contournant les 2 avocats. Margaret m'a dit que je n'avais pas à le lire. Je l'ai lu. Il faisait 3 paragraphes. Le premier disait qu'elle m'aimait. Le deuxième expliquait, d'une manière que j'ai trouvée peu convaincante, que le dîner avait été l'idée de Richard et qu'il était allé plus loin que ce dont ils avaient discuté. Le troisième demandait si nous pouvions déjeuner ensemble un de ces jours. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Ce n'est pas une déclaration triomphante. C'est simplement là où j'en suis en ce moment. Cela fait 9 mois. J'ai récupéré ma voiture. Elle avait besoin de nouvelles plaquettes de frein, ce que j'ai découvert lors du premier rendez-vous d'entretien, et qui m'a semblé être une métaphore si parfaite que j'ai en fait ri aux éclats dans la salle d'attente. Et le conseiller d'entretien m'a regardé avec inquiétude. J'ai toujours le dossier sur mon ordinateur portable, étiqueté référence contrat trimestre 4. Je ne l'ai pas ouvert depuis 6 semaines. Cela semble significatif. J'ai un appartement qui est le mien de toutes les façons dont un appartement peut être le mien. Mon nom, mon bail, mes photos sur les murs. Des photos qui m'incluent. J'ai appris des choses que je porterai pour le reste de ma vie. J'ai appris que les personnes qui ont besoin d'un public pour leur pire comportement sont à un certain niveau conscientes qu'elles ont besoin de témoins. Elles calculent simplement mal dans quelle direction les témoins peuvent fonctionner. J'ai appris qu'un document préparé de mauvaise foi fonctionne toujours comme une preuve, mais pas la preuve que son créateur avait prévue. J'ai appris que la chose la plus difficile quand on est méthodique dans une crise, c'est que les personnes méthodiques n'ont pas le droit d'avoir la crise publique qui aurait pu faire comprendre à tout le monde à quel point elles ont été blessées. Vous devez simplement aller bien professionnellement et avec persistance jusqu'à ce que ce bien-être devienne réel. J'ai appris qu'un nom de dossier ennuyeux n'est pas rien. C'est, en fait, la chose entière. Pour l'anniversaire des 9 mois du dîner d'anniversaire, je suis allé seul dans un restaurant, un bon restaurant, pas le même, et j'ai commandé le menu de 3 plats, et je me suis assise à une table près de la fenêtre, et j'ai pris le dessert et le café au cours du même repas. Quelque chose qu'ils avaient interrompu avant que j'en ai eu l'occasion. Le serveur avait probablement 22 ans. Il était parfaitement agréable.
Il n'avait aucune idée de ce que je célébrais. Je ne lui ai pas dit. Certaines choses se célèbrent tranquillement. Certaines justices sont privées. Certaines des choses les plus importantes que vous ferez jamais se produiront dans des pièces où personne n'applaudit. Mon père s'est levé devant 200 personnes et a placé une enveloppe sur une table devant moi comme si c'était le mot de la fin. Ça ne l'était pas. Il a oublié. Ou peut-être qu'il n'a jamais compris qu'en 30 ans à élever quelqu'un qui lit les petits caractères, vous lui apprenez quelque chose. Il m'a remis les preuves. Je savais juste quoi en faire.